Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de se faire un tutoriel avec la frappe cinglante de l'éclair. Donc, comme d'hab, je vais prendre une difficulté très faible. Je sais même pas si je vais prendre un adversaire. Le but, c'est vraiment d'explorer les mécaniques de cet esprit-là, la frappe cinglante de l'éclair. Voir comment on peut casser le rythme du jeu, puisque la principale capacité de ce personnage, règle spéciale, c'est que pour chaque carte pouvoir sur lequel vous avez un élément d'air, vous pouvez faire passer un pouvoir lent en pouvoir rapide, y compris votre pouvoir inné. Donc ça permet de faire des trucs un peu foufou. Le problème, c'est que les cartes du début sont pas terribles. Alors c'est pour ça qu'on conseille cet esprit surtout aux débutants, hein. C'est parce qu'au début vous n'avez que 4 cartes, qu'elles font très peu d'effets, que vous allez gagner très très peu de cartes. Vous avez peu de pouvoirs particuliers. En plus, pour déclencher le pouvoir inné, il faut 3 feux, enfin 3 énergies de feu. Comme sur chaque carte, vous avez un feu, mais vous n'êtes même pas sûr de les avoir sur les cartes que vous allez avoir après. C'est compliqué. Il faut jouer au moins 3 cartes minimum pour déclencher ce pouvoir inné. Moi, je trouve que c'est un esprit qui est pas terrible, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment, notamment par le fait que vous n'avez pas besoin de jouer les pouvoirs lents en pouvoir rapide, et notamment ce qui est intéressant, c'est surtout avec les cartes pouvoir mineurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes pouvoir mineurs qui, une fois jouées en rapide, vont permettre de complètement breaker les règles du jeu. Donc bon, je pense pas à des trucs en particulier, mais bon, moi je pense toujours bien évidemment à celui-là, hein. Voilà, la voix des darins, vous la faites en rapide, ça retourne un ravagé qui devrait vous abîmer une province, en zone où il y a plein de darans qui pop. Enfin bon, c'est vraiment, il faut jouer avec ça. Donc là, au début, on a une progression avec sur les fanges. Donc ça veut dire que ce tour-là, ils vont construire des villages. Donc là, il faut utiliser au maximum les capacités de pouvoir rapide pour pouvoir casser tous les explorateurs avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Donc vous avez au début la possibilité de jouer 2 cartes, ce qui est pas mal du tout, mais par contre vous n'avez pas beaucoup de ressources. Alors ce qui est très étonnant, c'est cette carte pouvoir infliger 1 point de dégâts à chaque envahisseur. C'est fort, mais je comprends pas pourquoi ça vaut 3. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vraiment compris. Donc, ce qu'on peut faire, comment on peut le jouer? On peut attendre qu'ils construisent un village et le détruire directement avec ce pouvoir-là. Après, je crois que les autres pouvoirs ne nous permettent de rien casser. Et là, c'est le gros drame, hein, cette carte-là, quand vous jouez en solo, elle ne sert absolument à rien. Bon, ça sert à rien. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais je joue 2 pouvoirs, je vais pouvoir gagner 2 thunes. Et avec 2 thunes, je pourrais jouer ça et ça. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible, hein. Alors, comment se déployer au début? Soit vous prenez beaucoup de thunes pour pouvoir jouer plus de cartes. Moi, en général, je place un deuxième sanctuaire. Vous voyez qu'avec ce sanctuaire, donc toutes les cartes que vous utilisez en général, elles sont à un d'un sanctuaire. Donc il faut des sanctuaires pour pouvoir jouer. On voit que ce sanctuaire-là, il est placé dans le désert de plus haut niveau. Il va souvent vous permettre de nettoyer toute la partie la plus lointaine du plateau. Donc il faut à présent s'arranger à avoir un sanctuaire pour gérer ces territoires-là. Donc moi je vais directement partir sur l'option de croissance du bas. Je vais essayer de faire un peu de thunes. Hop, et je vais placer 2 présences ici. Du coup maintenant j'ai un sanctuaire, donc ça veut dire qu'avec mes pouvoirs je peux agir sur absolument tout le plateau. Donc, sachant qu'avec 2 cartes on ne peut pas déclencher ce pouvoir inné, c'est vraiment dramatique, hein. Ouais, ok, Ah, parce qu'au prochain tour en plus je pourrais même pas jouer 3 cartes. Ah, c'est vraiment dur, hein. Après je me rappelle plus, je crois que si on joue 3 cartes au premier tour, on gagne 3 plus 1, 4. On peut jouer ces 3 cartes-là, ou cette carte-là et cette carte-là. On peut partir là-dessus. Est-ce que je vais pouvoir détruire Je sais pas ça. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir tuer l'explorateur. À combien de distance on le place? À 1 de distance. Non, je peux pas atteindre cette zone-là. Sinon, je le ferai en rapide au début du prochain tour.
Alors, donc on réfléchit toujours à une solution, éventuellement ça. Donc là, si je gagne une ressource à 1 de distance, je pourrais jouer 3 cartes. J'aurai 4 ressources, je pourrais jouer ça, tuer lui. Avec 3 cartes, je pourrais tuer un village. Le problème, c'est est-ce que j'arriverai à mettre un sanctuaire au prochain tour? Ouais, c'est pas facile ça. Parce qu'après, je pourrais jouer cette carte en rapide au début du prochain tour pour casser le village ici, pour pas qu'il y ait de désolation. J'aurais géré cette zone, cette zone, cette zone. Il n'y aura plus que cette zone-là à gérer pour le prochain tour. Donc ça peut être une option de croissance intéressante. Le seul problème, c'est qu'on peut placer sa présence qu'à 1 de distance. Donc fatalement dans un de ces 3 territoires. Et du coup, j'aurai toujours pas de sanctuaire pour agir sur cette zone-là. Là, l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut agir à 2 de distance. Mais ça me promet un tour prochain assez faible, puisqu'il faudra que je place des présences. Ouais, moi je pense qu'on va quand même tenter ça. On va le tenter. Hop, de toute façon, c'est une partie en faible niveau. Peut-être que c'est le moment d'essayer des trucs. Donc j'ai placé une présence ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire, si. Donc on va prendre cette présence-là, ouais. Hop, on a 4 de thunes. Je vais jouer ce pouvoir-là, ce pouvoir-là et ce pouvoir-là. Du coup, on déclenche directement le pouvoir inné qu'on va pouvoir en plus jouer en rapide. Donc je peux casser la cité ici, l'explorateur ici. Et éventuellement mettre des dents là. Allez, on est parti. Donc le but, c'est de les tuer en rapide comme ça, ils ne construisent pas. Ensuite, on va passer des dents ici. Comme ça, s'il y a un problème directement en défense, les dents tueront la cité. Celui-là, il sert à rien. Mais on a besoin pour déclencher ce pouvoir-là, qu'on peut du coup déclencher en rapide. On va directement détruire celui-là. Alors, le gros intérêt de tout ce que je viens de faire ici, c'est que maintenant, il n'y a plus de village sur la partie arrière de la map. Et du coup, il n'y aura pas d'exploration dans la partie lointaine de la map. Donc là, par exemple, on explore dans les jungles. Ici, il n'y a plus de village à côté. Et comme les explorations se font soit à partir des côtes, soit adjacent au village et aux cités, il n'y a plus que 2 zones à gérer. Donc c'est l'avantage de casser la cinétique du jeu, hein, aller très très vite. Ça vous permet par exemple de faire ce genre de choses. Donc là, il va falloir faire quelque chose au tour prochain pour gérer celui-là. Mais pour ce tour-ci, actuellement, on a un ravage à gérer ici, une construction à gérer ici. Donc moi j'étais plutôt parti dans l'idée de faire cette option de croissance-là, de gagner beaucoup d'argent parce que sinon je pourrais pas lancer le deuxième pouvoir ici. Voilà, du coup ça nous fait un sanctuaire. On va jouer cette carte là. En sort rapide, on va directement casser là le village. Donc là il faut pas un événement qui tue les dents. Donc dans chaque territoire avec au moins 2 explorateurs, repousser une exploration dans une région adjacente qui n'a pas d'envahisseur. Donc là il n'y en a pas. Ensuite sur chaque plateau, repousser un fauve d'une région avec une désolation et faites 1 point de dégâts dans cette région. Donc ça c'est plutôt cool. C'est dommage que je fasse pas de dégâts parce que j'aurais pu commencer à casser ce truc là. Alors là c'est très important de tuer cet explorateur parce que du coup quand il va y avoir l'attaque au prochain tour ça va faire que 3 dégâts, ça va tuer un dent et ravager le plateau, mais ça va laisser du coup 2 dents qui vont détruire la cité ici. Donc chaque joueur peut choisir un territoire avec des dents ou adjacent au moins 5 dents et les envahisseurs ne ravagent pas dans ce territoire. Donc là à la limite on s'en fout un peu. Ravage pas ici. Putain, j'avais déjà une carte peur, comment j'ai fait? Ok, donc là on va explorer dans les zones de montagne. Donc toujours pareil, hein, grâce au fait que je sois allé très très vite, pas d'exploration dans la partie arrière du plateau, et du coup il n'y a plus qu'une seule zone à gérer au prochain tour. Là vous le voyez, il va y avoir un ravage ici qui est déjà pratiquement géré, il va y avoir une désolation, un dent va mourir, mais la cité va être détruite. Du coup si jamais j'arrive à détruire cet explorateur, et cet explorateur, je peux déjà gagner la partie en très très peu de temps. Donc là de toute façon j'ai plus de cartes en main, je suis obligé de récupérer toutes mes cartes. Hop, alors là pas de chance, il n'y a pas de symbole de feu, il faut du feu. Ici, on peut repousser un explorateur à 0 de distance.
C'est pas mal. Est-ce que je peux faire quelque chose pour sauver la cité? J'ai pas l'impression. Là, avec les dents, je pourrais faire des dégâts. Là, je peux rassembler un explorateur, mais ces deux zones, elles sont pas adjacentes. C'est dommage. Alors là, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a un symbole de feu. Et je vous rappelle, avec 3 feux, on peut faire ce pouvoir majeur là, qui est pas dégueu. Alors, je vais prendre celle-là quand même. Alors, on prend celui-là juste pour l'élément. Alors ensuite, lui, il va faire popper un village. Donc, soit on peut le rassembler dans cette zone-là ou dans cette zone-là, auquel cas il ne fera pas popper de village. Et du coup, ce sera terminé. Je ne sais pas si je peux gagner aussi vite. Parce que de toute façon, avant le ravage... Non, je pense que je peux pas tuer tout le monde assez vite. Donc, la question, c'est que faire? Là, typiquement, j'ai rien à faire. Alors, le problème, c'est que là, j'ai tué tout le monde trop vite. Du coup, je vais pas générer assez de peur. Et il faut que j'avance au moins au niveau 2 de peur, parce qu'il y aura pratiquement toujours des explorateurs. Donc, on va juste jouer des cartes pour gagner du temps. Et là, en plus, c'est dommage qu'il soit pas adjacent, parce que si j'avais pu le rassembler avec lui, et directement avec lui faire un point de dégâts, j'aurais pu tuer 2 explorateurs. Mais là, je peux pas le faire. Je peux le jouer en lent, ce truc-là? Ouais, je peux le jouer en lent. Parce que les explorateurs, hop, on a eu Fange. Là, on est niveau 2. Si jamais ici, la cité est cassée, et que je rassemble cet explorateur-là, il n'y aura plus de village ni de cité sur le plateau. Ils n'exploreront qu'en zone côtière. Donc, pouvoir jouer ce pouvoir-là en lance... Pardon, excusez-moi, c'est mon fils toujours. Ça nous assurerait de pouvoir tuer des explorateurs directement en lent. Ah mince. Si je fais ça, je vois que je n'ai plus assez d'argent pour jouer d'autres cartes. Donc je pense que je vais faire ça pour plus qu'il y ait des explorateurs sur le plateau. Ça me plaira, ça me paraît pas mal. Il n'y a que des explorateurs sur le plateau, pardon. Bah, du coup, il n'y a rien à tuer. Hein. Du coup, je vais pas jouer de cartes sur ci. Je vais garder ma thune. Donc là, c'est typiquement le genre de cas. Bon, c'est un peu du slow play, mais je peux jouer 3 cartes pouvoir, mais il n'y a rien à faire. Donc autant garder ces cartes pour pouvoir de façon à pas avoir à les récupérer si vite. Et dès le prochain tour, par exemple, je pourrais soit gagner de la thune, soit placer 3 présences, de façon à pouvoir jouer très rapidement 4 cartes, jouer toutes mes cartes d'un coup et essayer de gagner la game en un seul tour. On va voir. Donc tant pis, je vais jouer qu'une seule carte. Ça me paraît vraiment petit bras. Hein. Je pourrais jouer la carte à 0 pour faire un peur de plus. Parce que lui, il a un deuxième pouvoir. Hop. Ici, on peut gagner un peur. Si j'ai une deuxième flamme, j'ai bien envie de garder ces 4 cartes là au prochain tour pour toutes les jouer d'un coup. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et même si ça fait un petit tour. Oh mince, j'ai lancé le truc au mauvais endroit. J'ai lâché la souris un peu vite. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Mince, c'était repoussé. Oh là 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 là. Bon, ça c'est le problème de jouer avec un PC. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas lu. Ok, donc là c'est le moment où le jeu te pisse dessus. J'ai pas assez d'énergie pour payer le deuxième truc. Du coup, je suis obligé de faire le premier truc. Ignorer le contact avec les dents, c'est ça que je suis en train de faire? Ouais. Sur chaque plateau, défausser une carte de pouvoir mineur. S'il y a un soleil, repousser un explorateur d'une région avec des dents. Autrement, remplacer un dent par un... Oh là là, c'est pas possible quoi. Là, se faire pisser dessus comme ça, c'est abusé quoi. Bon, du coup, je me fais ravager toute la zone. Il n'y a aucun dégât qui s'est passé. Voilà, donc là, typiquement, hein, c'est le moment où l'aléatoire décide que c'est lui qui décide. Ok. On peut rien y faire, c'est comme ça. Moi, c'est la partie que j'aime le moins, l'aléatoire dans le jeu, mais je reconnais que s'il n'y a plus aucun aléatoire, les parties sont trop linéaires, donc tant pis. Donc du coup, tout a foiré, puisque j'ai lancé mon sort en lâchant la souris sans faire attention. Ça a construit un village ici, et ici, à cause de la carte événement, on s'est fait ravager. Donc bon, tant pis, hein, ça c'est le jeu.
qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais avoir 4 de thunes. Si je veux jouer toutes mes cartes, il faut beaucoup plus d'argent que ça. Donc je pense que je vais prendre la troisième option de croissance pour avoir 7 de thunes et jouer 4 cartes. Et on va essayer de tout détruire en rapide. Ou enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que là, il y a un village à détruire. Ah si, je peux le faire avec ça. Ok, donc on va faire ça. Je veux jouer 4 cartes. Hop, je vais avoir 7 de thunes. Je peux jouer mes 4 cartes. Ok, ça c'est bon. Je sais pas exactement ce que je vais avoir le droit de gérer et ce que je vais pas pouvoir gérer. Donc là déjà je peux casser une cité parce que je vous rappelle, si vous arrivez à avoir 4 flammes, vous pouvez avoir détruire une cité. Donc on va détruire cette cité là. Parce qu'après les cités ça va être très compliqué à détruire. Donc on va essayer de les détruire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici on peut faire de la peur. Je peux casser qu'un seul village. Donc ça veut dire que je suis obligé de casser ce village là. Ce qui est triste. Avec celui-là, je pense que je vais infliger un point de dégâts à chaque envahisseur de façon à ce qu'ils soient tous détruits et du coup ils ne construiront pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux casser un village comme ça. Il ne ravage théoriquement pas, sauf si la carte Ivan en décide autrement. Ensuite, on va lancer mon sort là sur moi. De toute façon, je peux rien y faire. Ça me permet juste de passer plus de sorts en rapide. Et ensuite, je vais repousser deux de cette région-là vers là. Et si... je sais pas si ça a fait un de peur. Je crois qu'il faut qu'il y ait un village. Donc là, on est au niveau 1 de peur. Du coup, on doit ajouter un explorateur dans une région sans envahisseur, sans daron. Donc, sachant que là, en niveau 2, rien n'est passé. Donc, il peut tout y avoir. Je vais le mettre par là. Ok. Ensuite, 3 de défense dans les régions côtières. Donc là, c'est pas très important puisqu'il n'y a rien dans les régions côtières. Lui, il meurt directement grâce au daron. Et ensuite, on va construire. Et ensuite, on va rejouer dans les jungles. Donc toujours pas de village ici. Donc ça nous permet de ne pas avoir à gérer cette zone. C'est qui est très confortable. Allez, du coup, j'ai plus de cartes. Je vais être obligé de les récupérer. On va toujours gagner une carte de pouvoir mineur. De toute façon, on n'a pas assez d'argent avec cet esprit pour jouer des cartes de pouvoir supérieur. Donc s'il n'y a pas de daron, je peux retirer la désolation. Ça me permettrait de gérer cette zone-là, qui, je vous rappelle, va déjà être ravagée ce tour-ci, mais re-ravagée au tour prochain. Je vais rien pouvoir faire parce que j'aurai pas assez d'énergie. Il me faudrait beaucoup plus d'énergie pour pouvoir jouer beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4. Je peux peut-être tuer avec ça. Et avec ça, je peux tuer le village et les cités. Mais toujours pareil, je pourrais pas gagner ce tour-ci ici. Il me faut faire 3 de peur. Ah si, je peux peut-être gagner ce tour-ci. Ok, donc là, il faudrait que je joue cette carte-là. Cette carte-là, cette carte-là. J'aurai 4 de thunes, là ça coûte 4. J'aurai 3 feux. Bon bah là, du coup, je peux gagner ce tour-ci, je pense. Sauf si la carte... Sauf si la carte event, comme d'habitude, nous fait l'inverse. Donc là, j'ai le droit de jouer 4 cartes, j'ai 4 ressources. Je vais rejouer ma combo avec toutes ces cartes-là. Normalement, ça déclenche le niveau 2. Voilà, je vais pouvoir casser le village, la cité, gagner une carte peur après les ravages. Dans cette zone-là, normalement, j'aurais gagné immédiatement. Donc on va ici casser le village. Ici, on casse la cité. Ça fait de la peur, on passe niveau 2 de peur. Il n'y a plus qu'un village ici. Donc c'est la dernière chose qui est importante. Qu'elle soit détruite lors du ravage des jeunes côtières. Donc on n'a rien besoin de faire, mais on va quand même le faire au cas où. Là, il faut des villages ou des cités. Je vais rajouter un down, histoire que s'il y a un down qui meurt à cause de la carte event, je me fasse pas avoir. Et ensuite, je pense que je vais quand même Merde, je me suis encore trompé. Cette carte, c'est push, c'est pas rassemblé, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pas grave. Le fauve ici a détruit l'explorateur, donc du coup, il construira quand même pas. Donc quelque part, en faisant un misplay pour la deuxième fois d'affilée en utilisant la même carte, ça n'a pas de conséquences. Donc chaque joueur peut retirer un explorateur ou un village d'une région
où il y a 2 envahisseurs au moins, donc on va virer cet explorateur, ce village-là. Et on a gagné immédiatement, puisqu'il n'y a plus de village ou de cité sur le plateau, donc du coup ça nous fait une victoire en 5 tours. 5 tours, donc bon, c'est l'avantage de cet esprit, hein. Vous pouvez gagner très très rapidement, il ne faut pas hésiter à casser le cycle du jeu pour jouer les cartes les plus vite possible. Donc hop, on peut pas avoir toute sa main, non, bon, c'est pas grave, de toute façon je peux le voir directement dans la librairie. Donc il faut pas hésiter, même si c'est un sort qui est très cher, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à jouer cette carte pouvoir là, celle-là, parce que je trouve que c'est abusé comment c'est cher. Un dégât à chaque envahisseur, mais ça vous permet, comme vous l'avez vu notamment contre les Français, hein, vous allez avoir des territoires où il peut y avoir 3 ou 4 explorateurs, et du coup avec ça, bim, direct, vous pouvez les sécher. Alors après, dans les extensions futures, quand vous aurez des Badlands ou quand vous avez des pouvoirs qui augmentent les dégâts de toutes vos autres cartes sœurs, typiquement avec le cœur du feu sauvage, ça vous permettra aussi de casser des villages, donc c'est quand même assez sympa. La chose la plus intéressante à dire que j'ai pas dite, c'est quand même que les cartes de cet esprit sont très jolies. Je trouve que ça fait partie des cartes les plus belles du jeu. La direction artistique là, entre le rouge, enfin les éclairs traités en rouge et le bleu systématique de la connexion avec soit les villages, soit les autres esprits, soit les dents, sont très très jolies. Donc moi je trouve que c'est les cartes qui sont les plus jolies, puisque je vous rappelle, hein, les cartes de jeu sont quand même vraiment moches quoi. Dans l'ensemble, bon là c'est pas les pires, mais remarque si celle-là c'était pas mal aussi. Bon c'est un style quoi. Elle est pas mal. Bon voilà. Donc ça fait un petit tuto extrêmement rapide, mais bon, de toute façon, quand vous jouerez la frappe 50 de l'éclair, ça va toujours aller très très vite, parce que de toute façon, c'est un esprit qui est fait pour casser le jeu et la vitesse. Donc en fonction comment on appelle ça, des différents envahisseurs, il faut utiliser les différentes règles des différents envahisseurs, comprendre la mécanique du jeu, dans quel sens ça va pour pouvoir les détruire. À noter d'ailleurs contre les Anglais, puisque c'est ça qui est le plus drôle, c'est que la particularité des Anglais, c'est qu'ils vont avoir plus de vie sur les villages et les cités, et comme vous détruisez directement les villages et les cités, et ben vous en fichez quelque part de faire les dégâts. Donc quand on joue contre les Anglais, c'est quand même assez satisfaisant. Surtout quand vous allez passer au haut niveau ici, là, quand vous allez commencer à passer au niveau 3 et au niveau 4, vous allez pouvoir détruire les cités par 2, par 3. C'est vraiment... puisque là, le premier niveau, vous détruisez un village. Le deuxième niveau, vous pouvez détruire une cité si vous le voulez. Mais à partir du troisième niveau, c'est en plus du premier effet, vous pouvez faire encore une deuxième destruction et après une troisième destruction. Donc là, je vous avoue que c'est caviar. Donc le problème de cet esprit, ça va être de générer des cartes. Après c'est très agréable parce qu'on peut placer beaucoup de présence très vite. Et après là où cet esprit il est vraiment caviar, c'est quand vous commencez à jouer à 2 joueurs en permanence. Les gens ils vont vous dire est-ce que tu peux m'accélérer des sorts, parce que ce pouvoir là ça permet vraiment de faire de la dinguerie. Quand les pouvoirs des autres esprits sont transformés en sorts rapides, ça change complètement la mécanique du jeu. Moi je vois là une des dernières parties qu'on a joué, c'était avec lui. Quand vous commencez à rendre en rapide ce sort là, je crois que c'est Kourou des Titans ou Kourou Titanesque, vous faites des dégâts monstrueux et vous vous en servez même de contre-ravage, puisque vous n'avez plus à faire de la défense, vous allez pouvoir jouer cette carte là avant que les envahisseurs ne ravagent, et là c'est caviar, puisqu'il n'y a pratiquement aucune carte événement qui va vous faire enlever vos sanctuaires. Donc dès que vous avez les sanctuaires et que vous prévoyez de faire ces dégâts là, ça va vraiment tout changer quoi. Après c'est fort avec pratiquement tous les esprits, hein, c'est pareil avec celui-là. Si vous arrivez à faire suffisamment de dégâts en rapide et noyer directement des cités ou des villages en rapide, vous n'aurez pas à défendre. Donc quelque part en fait cet esprit là, le fait de pouvoir casser la cinétique de lent et rapide,
ok, il fait pas de défense, mais quelque part, il fait de la défense par le fait que vous détruisez les choses avant qu'elles ne fassent des dégâts, donc vous n'avez plus besoin de défendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez appréciable. Vous l'avez vu, en 3 tours, on peut retourner une game. Les situations sont rarement critiques parce que vous avez toujours la bonne réponse avec la bonne vitesse. Donc moi, ça fait partie pour moi des esprits les plus faciles. Moi, je l'aime pas parce que on a droit de jouer beaucoup de cartes, mais on peut en gagner très très peu. Et du coup, si vous jouez pas avec un autre esprit qui va vous faire gagner des cartes, eh ben c'est très très compliqué. Par contre, cet esprit, il est vraiment très fort parce qu'en plus, il peut placer beaucoup de présence très vite, mais il n'en a pas besoin de beaucoup puisque tous ses sorts se basent à partir d'un sanctuaire ou deux. Donc, au bout de 1 ou 2 tours, vous avez déjà tous les sanctuaires sur la table que vous avez besoin pour pouvoir faire tous vos pouvoirs. Donc là où ça va être très très fort, ça va être avec des esprits comme le sanctuaire, le serpent tapis dans les profondeurs, parce que ici vous avez une carte qui vous permet de gagner des pouvoirs mineurs très rapidement. Cette carte-là vous permettra de gagner la flamme dont vous avez besoin pour augmenter le niveau de pouvoir de cet esprit. Et en plus, comme vous avez beaucoup de présence sur la table, vous pouvez très facilement vous faire absorber avec la carte ici, absorption d'essence, et du coup, la synergie entre ces deux esprits est énorme parce que vous allez faire des tonnes de dégâts et avec lui vous allez défendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment méga fort. Après, vous avez une autre synergie qui est quand même assez forte avec cet esprit-là parce que vous allez pouvoir ici augmenter les dégâts que vous faites avec la carte pouvoir qui fait un dégât à chaque envahisseur. Ça, c'est vraiment caviar. Donc, quand vous jouerez à deux, vous verrez que cet esprit est beaucoup plus fort que quand vous jouez tout seul. C'est pratiquement le cas avec tous les esprits, de façon générale, je vous le dis souvent. Quand vous jouez en solo, vous êtes acculé parce qu'il n'y a que 3 désolations sur la carte île luxuriante, donc très rapidement vous pouvez passer en île désolée. Quand vous jouez à deux, il y a beaucoup plus de jetons sur cette carte, donc vous avez beaucoup plus de temps avant de passer en île désolée. Et puis le deuxième cas aussi, c'est que toutes vos cartes pouvoir, vous êtes toujours plus susceptible de pouvoir les jouer, de pouvoir les optimiser, c'est-à-dire de les rendre vraiment à leur plein potentiel, parce que comme la map est plus grande, vous avez plus de possibilités que chacune de ces cartes soit efficace à son plein potentiel. Et ce sera pareil pour vos alliés, quand ils vont jouer leurs propres cartes, ils auront peut-être plus d'intérêt à les jouer sur votre plateau de départ que sur le leur, parce que leurs effets seront amplifiés. Et c'est toute la puissance de ce jeu, c'est que dès qu'on joue à 2 ou 3 esprits, les combos s'enchaînent et la puissance des esprits est grandement amplifiée. Allez, je vais vous laisser ici pour ce tutoriel, il a été très court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Cet esprit-là, normalement, est assez facile à prendre en main. Moi, d'habitude, je pars sur la ligne du haut pour les... Hop là, pardon. Donc je pars sur la ligne du haut pour les options d'exploration, mais là, vous voyez que j'avais une ouverture pour pouvoir directement déclencher avec une 3e carte le pouvoir inné. Le problème, c'est que ça vous encourage à tous les tours, vous faites un tour, vous lancez les sorts, un tour, vous allez récupérer vos cartes. C'est une autre façon de jouer. On peut jouer pendant plusieurs tours d'affilée en jouant peu de cartes, ou on peut dépenser toute sa main tous les tours et les récupérer tous les tours. Et à ce moment-là, ça contrebalance. Ça veut dire que le tour d'après, il faut impérativement placer 2 présences, parce que sinon, vous prenez du retard sur le développement de la puissance de votre esprit. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Pour de l'initiation, ce sera suffisant, je pense. Allez, n'hésitez toujours pas à me demander si vous avez des desiderata particuliers sur des affrontements d'envahisseurs que vous n'arrivez pas à gérer, sur des scénarios à part voilà, puissance immémorielle. Ça, c'est vraiment un scénario que je trouve ultra pourri. Après, tous les autres sont très sympas, je les ai joués plusieurs fois, donc si jamais vous avez besoin de voir une partie illustrée sur un de ces scénarios ou de savoir comment le jouer, n'hésitez pas à demander. Allez, je vous laisse ici, c'était Xiliox pour cette illustration de la frappe cinglante de l'éclair sur le jeu Spirit Island. A bientôt!